Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Deuxième partie. Suite. Le retour du grand frère. Depuis la capitulation sans condition de l'Allemagne, nous espérions le retour de nos prisonniers. 5 ans bientôt qu'ils étaient détenus. Bien que je sache qu'André n'avait pas trop souffert, comme il me l'avait certifié dans ses lettres, je suis certaine qu'il a envie de revenir. Ils sont encore plus d'1 million. Dès 1940, les prisonniers belges, hollandais, anglais, français étaient si nombreux que les Allemands avaient libéré 275 000 Français dès les premiers jours, faute de troupes pour les garder. Avaient donc été libérés des malades, des blessés, des fonctionnaires, des agriculteurs et des anciens combattants de 14-18, ces anciens de 1914 pour qui les officiers de la Wehrmacht avaient le plus grand respect. Cependant, ils avaient gardé les plus jeunes, ceux qui pouvaient représenter une force de travail. Au début de l'année 1941, des accords intervenus entre l'État français et les autorités d'occupation avaient permis la libération d'une partie des prisonniers de guerre français en Allemagne. Il s'agissait cette fois des pères de famille de 4 enfants mineurs, des frères aînés de 4 enfants, de certaines catégories de fonctionnaires, d'agriculteurs et d'artisans, menuisiers, charpentiers, cimentiers, ferrailleurs, nécessaires au redémarrage de l'économie. Bien que de retour dans leur famille, ces hommes en congé de captivité gardaient le statut de prisonniers de guerre et devaient régulièrement venir se faire enregistrer auprès de la commandantur la plus proche. Bizarrement, mon frère, bien qu'agriculteur, n'avait pas fait partie de ces hommes. En plus des prisonniers, il y avait aussi, à partir de 1942, tous ces hommes obligés d'aller travailler pour le Reich, au départ soi-disant dans le cadre d'échanges contre la libération de prisonniers. Mais il s'agissait d'un marché de dupes, puisque contre des forces vives, les Allemands nous renvoyaient des prisonniers d'une part au compte-gouttes et d'autre part blessés, malades ou inaptes pour leur économie. Puis Sauckel, le négrier du Reich, avait menacé de recenser tous les hommes et toutes les femmes de 18 à 55 ans de la zone occupée et de déclarer leur mobilisation générale. Le gouvernement de Vichy était parvenu à biaiser, en effectuant lui-même le recensement des hommes de 18 à 50 ans et des femmes célibataires de 21 à 35 ans. Mais ce n'était que le prélude au STO qui a vu 700 000 Français déportés en Allemagne et en Pologne dans les usines de guerre. En 1943, 200 000 prisonniers avaient bien été transformés en travailleurs libres. Mais ils étaient libres surtout de continuer à travailler en Allemagne, ne quittant un camp que pour un autre. En revanche, cette mesure avait permis de libérer 30 000 gardiens allemands qui avaient rejoint le front russe. Les services de propagande nazis s'étaient aussi servis des prisonniers, en libérant au coup par coup des groupes d'hommes. Je me souviens en effet de ces 1581 prisonniers de la région de Dieppe, libérés en remerciement d'Hitler à la population pour sa prétendue collaboration à l'échec du débarquement anglo-canadien du 19 août 1942. Adolphe nous prenait vraiment pour des pigeons, car en réalité ces prisonniers n'avaient été libérés qu'en lieu et place de prisonniers d'autres régions, prévus au titre de la relève. En outre, la prétendue collaboration de la population civile avec l'armée allemande nous était restée en travers de la gorge. Pendant 5 ans, ces hommes ont certainement compté les jours, les semaines, les mois, les années, vécus séparés de leur famille et loin de leur pays. Pour les officiers, l'enfermement dans l'oisiveté des Oflags a dû sembler très long. Mais la captivité a vraisemblablement semblé aussi longue pour les 95% de prisonniers de guerre mis au travail dans les commandos, comme peut-être la cohabitation forcée avec les populations allemandes. André m'avait expliqué dans une de ses lettres que les Allemands les avaient répartis en différents commandos pour travailler dans des boutiques, des ateliers en ville, sur des chantiers forestiers, routiers ou ferroviaires, dans des usines et des mines, et pour les plus nombreux dans des fermes. Et même ces derniers étaient rassemblés la nuit dans des locaux gardés par des postes en armes, du moins au début. Bref, il y avait des prisonniers de guerre français dans toutes les branches de l'activité allemande, y compris l'industrie de guerre, ce qui était contraire aux conventions de Genève. Plus tard, André m'avait écrit qu'un certain nombre étaient employés dans le déblaiement des villes bombardées par l'aviation alliée. Il ne l'avait pas précisé, mais cela ne semblait pas conforme non plus aux conventions de Genève, et j'imagine que beaucoup ont payé de leur vie cette affectation. Mon frère avait aussi évoqué les problèmes de nourriture, surtout en ville,
Mais il avait nuancé son propos en alléguant que les populations françaises et allemandes n'étaient pas mieux loties l'une que l'autre. Heureusement, nous pouvions échanger du courrier, certes contrôlé, et André pouvait recevoir 2 colis par mois par la Croix-Rouge, même si tous n'étaient pas arrivés. Pendant ces 5 ans, nous avons échangé des lettres qui ne devaient pas faire plus de 26 lignes et écrites au crayon. Je peux dire que j'ai appris à écrire de plus en plus petit, pour faire tenir tout ce que j'avais à dire. André en avait fait autant. Nostalgique, je ressors sa dernière lettre, qu'il m'avait écrite lors de mon anniversaire le 2 avril. Ma très chère Hélène, tu te rends compte que c'est déjà le 4e de tes anniversaires que je manque. Tu as aujourd'hui 21 ans, tu es devenue majeure, tu vas même bientôt voter, et moi la dernière image que j'ai de toi, c'est celle de tes 16 ans. Je suis sûre que tu es devenue une magnifique jeune femme, institutrice de surcroît. J'espère bientôt tous vous retrouver. Je dois avouer que cela me fera drôle de quitter la Bavière. Je n'ai pas été le prisonnier le plus mal loti. Au moins, j'ai fait un travail qui me plaît. D'autres n'ont pas eu cette chance, même si dans les camps, tout est tenté pour occuper les prisonniers en dehors des périodes de travail, avec des activités comme des tournois sportifs, du théâtre, du cinéma ou du jardinage. Nous, les prisonniers, avons même un journal, Trait d'Union. Bien entendu, toutes ces activités sont soumises aux diktats des chefs de camp, plus ou moins rigoureux selon leur personnalité. Autant dire que nous ne sommes pas tous traités de la même façon. Depuis un certain temps, dans le village, les seuls hommes visibles sont des prisonniers comme moi, et certains gèrent des pans entiers de la commune. Tous les Allemands valides de 12 à 75 ans sont mobilisés. Tu ne rêves pas, Crevette, même des mômes et des vieillards. C'est peut-être la dernière lettre que je t'envoie, ou alors l'avant-dernière. Je t'embrasse très fort, et encore bon anniversaire. André. Depuis cette lettre, les Alliés avaient progressé. Le 14 avril, les Américains s'étaient emparés de Bayreuth, en Bavière. Des unités de la 7e armée américaine avaient atteint les abords de Nuremberg le surlendemain, mais la ville n'avait été prise que le 20 avril. Ils étaient alors à 300 kilomètres de là où se trouvait mon frère. Le 28 avril, la 7e armée américaine s'était emparée d'Augsbourg, en chemin vers l'Autriche. D'autres unités alliées avaient traversé l'Elbe au nord, et d'autres encore avaient avancé sur Munich au sud, se rapprochant d'Oberstdorf. Le lendemain, nous avions appris que le camp de concentration de Dachau avait été libéré par la 3e armée américaine, qui y avait découvert 30 000 détenus encore vivants, avant de poursuivre leur route vers Munich et ensuite la rivière Isar au sud du Danube. Enfin, la nouvelle arrive. Un télégramme nous annonce qu'André va arriver le 18 mai à Paris et qu'il sera donc en fin d'après-midi à la gare de Saint-Martin. Ce vendredi, nous sommes donc tous à l'attendre. Mon père, ma mère, ma grand-mère et moi, sous un soleil de plomb, un soleil qui brille intensément depuis le début du mois. Nous ne sommes pas les seuls, car d'autres garçons du village reviennent aussi aujourd'hui. Je trépigne d'impatience, comme une adolescente, sur le petit quai de notre gare de campagne. Je ne tiens plus en place lorsque le train ralentit et que j'aperçois mon frère debout. 5 années ont passé, mais quand je le vois descendre, il n'a guère changé. Les traits encore enfantins de ses 20 ans ont laissé la place à un visage plus viril, à l'ossature plus marquée. J'ai face à moi un beau jeune homme, châtain aux yeux verts, à l'air un peu mélancolique. Pourtant le sourire qui s'ébauche à ma vue illumine son visage. Il me tend les bras et je m'y jette sans l'ombre d'une hésitation. « Crevette, c'est toi ? Bon sang que tu es belle. Quand je pense que j'ai quitté une adolescente toute fluette, tous les gars qui vont revenir au pays vont te courir après, aucun doute. »« Ils ont intérêt à courir vite, » lui rétorquai-je, pince sans rire. « En tout cas, ton caractère n'a pas changé, » avoue-t-il en déposant un baiser sur chacune de mes joues. Il serre ensuite maman et grand-mère dans ses bras avant de se laisser étreindre par papa, que je n'ai jamais vu aussi ému. Un autre jeune homme, non loin de nous, étreint aussi ses parents, avant de se rapprocher. André s'est déjà ressaisi. « Regardez qui j'ai retrouvé à la gare à Paris, » nous dit-il d'un ton enjoué. « Vous le reconnaissez quand même ?»« Évidemment que nous reconnaissons René, » s'exclame mon père en donnant une accolade au jeune homme. « C'est formidable que vous reveniez au même moment. »« Mouais, » ajoute le père du dit René. « Nos fermes vont pouvoir refonctionner un peu mieux. Il y a du boulot qui vous attend, les gars. »
Ma grand-mère intervient dans la conversation pour rappeler que les deux garçons ont peut-être mérité 1 ou 2 jours de repos après toutes ces péripéties. René s'approche de moi, mais il n'ose pas m'embrasser sur chaque joue, comme mon frère il y a un instant, et il me tend la main. Je suis surprise par son hésitation, car nous nous connaissons depuis l'enfance, et il me dévisage comme s'il me voyait pour la première fois. Je prends néanmoins sa main tendue. Si je ne t'avais pas vue avec André, je ne sais pas si je t'aurais reconnue, Hélène. Moi, je t'aurais reconnue. Tu n'as pas vraiment changé. Plus mûr, peut-être, comme mon frère. Mais arrête de faire l'idiot, fais-moi la bise, rétorquai-je en lui tendant la joue. Il obéit, mais je sens une certaine fébrilité chez lui. Toutefois, je ne m'y attarde pas. Après quelques brefs échanges, chaque famille se dirige vers la sortie de la gare. Les 2 ex-prisonniers suivent derrière, et j'entends mon frère inviter René à venir dîner le samedi soir à la maison. Quand enfin nous nous retrouvons seuls tous les deux, nous pouvons enfin nous parler sans filtre. Je lui apprends le retour de Roger du camp de Buchenwald, dans un état plus qu'inquiétant. Lorsque j'évoque nos conversations bi-hebdomadaires, je sens que tout ça semble familier à mon frère. J'ai voyagé avec certains d'entre eux, Crevette. J'ai de la chance de faire partie des premiers prisonniers à revenir. Nous sommes près d'1 million de prisonniers. À cela, tu ajoutes les gars et les femmes du STO, qui sont environ 750 000, plus les quelques 70 000 survivants des camps rapatriés. Je sais, André, ça ne va pas être simple, et ça va aussi demander du temps. Tu n'as pas idée à quel point c'est compliqué. Ma chance a été d'être dans la zone américaine, comme René d'ailleurs. Et mon frère m'explique que le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés planifie les retours, mais la véritable instance à décider du rapatriement est le SHAEF, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, qui donne la priorité aux prisonniers de guerre sur les autres catégories de rapatriés, travailleurs requis ou déportés. Cela signifie que les civils doivent attendre dans des centres dirigés par les Anglo-Américains. C'est le standstill. Des officiers de liaison, accrédités par le SHAEF, ont pour mission de rassembler leurs nationaux. Sauf que les Français ne réussissent pas à installer une mission de rapatriement en Allemagne. Cependant, depuis la mi-avril, Paris est quand même devenu le principal lieu de transit des rapatriés français, qui reviennent soit par avion, au Bourget, soit par le train. Il y a des millions de personnes à rapatrier, et il est impossible d'en ramener plus de 30 à 35 000 par jour. Normalement, il n'était pas prévu de diviser prisonniers et déportés, mais certains militaires laissent transparaître des préjugés peu favorables aux déportés. Ne me demande pas pourquoi, je l'ignore. Pourtant, ces pauvres bougres ont plus souffert que nous. Peut-être parce que leur état nécessite des mesures de quarantaine, argumentai-je. Car d'après ce que j'ai compris avec l'histoire de Roger, dans les camps, il y avait beaucoup de cas de dysenterie, de typhus et autres, ce qui oblige ces malheureux à patienter parfois des semaines. Possible serait. Toutefois, les tensions croissantes entre les alliés ne facilitent pas les choses. En Allemagne, c'est la pagaille. Entre les prisonniers et les déportés, puis les colonnes interminables de prisonniers allemands, mais aussi de civils allemands qui ont fui les zones de combat, ça devient ingérable. J'ai rencontré 3 rescapés d'Auschwitz qui ont tenté de rentrer par leurs propres moyens. Du côté russe, ça peut demander des mois pour quitter les abords du camp, alors ils ont cherché à être pris en charge par les ricains. Pourquoi est-ce si long du côté soviétique? Les rapatriements se font par voie maritime jusqu'à Marseille, après un long périple par Odessa. Puis il m'explique que lorsque les prisonniers et déportés sont enfin sur le chemin du retour, le plus souvent par le train, se pose le problème des centres d'accueil et de tri, logiquement installés aux frontières. À l'arrivée, les différentes catégories de rapatriés sont mélangées, Hélène. Donc, des interrogatoires sont prévus pour éviter que ne se glissent parmi eux quelques collaborateurs ou détenus de droit commun. Ce qui est simple pour les prisonniers de guerre ou pour les travailleurs volontaires ou requis est en réalité très complexe pour les déportés, en raison de leur état sanitaire, mais aussi de la dispersion des familles. La gare d'Orsay, à Paris, qui accueille les prisonniers de guerre, n'est pas adaptée aux déportés, qui sont très affaiblis. Pour eux, il faut un lieu plus adapté. C'est pour cela que l'hôtel Lutetia a été réquisitionné. C'est vrai que Roger m'a expliqué son parcours, interrogatoire d'identité, visite médicale plus ou moins longue, traitement contre les épidémies et dépistage radiographique. Il avait trouvé tout cela pénible bien que nécessaire. En plus, il avait débarqué avec la tenue rayée des camps, donc on lui a proposé des vêtements. Il n'est resté que quelques heures.
Mais d'autres pouvaient rester quelques jours, le temps de reprendre des forces et de se préparer à la vie normale. Pour les plus faibles, c'est un séjour dans les hôpitaux et ensuite des centres spécialisés, des maisons de repos ou des sanatoriums. Au contraire de Roger, mon frère a vraiment envie de parler de son expérience et je le sens pourtant hésitant. Je dois t'avouer quelque chose, Crevette. J'étais content de revenir, mais en arrivant, j'ai eu une drôle d'impression. Et cette impression, je la partage avec les déportés. C'est-à-dire, m'inquiétai-je. J'ai l'impression que nous arrivons comme des cheveux sur la soupe. C'est vrai, il y a bientôt 1 an que la France est libérée. Personne ne nous attend vraiment. Tu ne peux pas dire une telle chose, André. Nous t'attendions avec impatience. Je sais, Crevette, j'ai cette chance. Mais la plupart des gens ne peuvent pas comprendre ce que nous avons enduré, et encore, moi je ne me plains pas. Mais les déportés, par exemple, se sentent vraiment à part. On leur a donné une chambre, et ils ont pu se laver. Ils ont aussi reçu des vêtements avant d'être interrogés une fois de plus, et ensuite on leur a donné un ticket de métro et une petite somme d'argent, ou bien une ambulance les emmenait à l'hôpital. Certains que j'ai vus ne pesaient guère plus qu'une 30aine de kilos, parfois moins. Je n'ai aucun mal à m'imaginer l'état de ces déportés qu'il décrit. Roger était squelettique. Il déglutit avec peine avant de reprendre. J'ai fait un bout de trajet en train avec une rescapée des camps entre Paris et Rouen. Elle m'a avoué qu'en revenant, elle pensait devenir folle d'émotion et de joie. Elle reconnaissait les paysages, les banlieues, quand nous nous sommes rapprochés de Paris. Mais en arrivant à la gare de l'Est, devant la gare, des autobus les attendaient, les mêmes que ceux qui les avaient conduits de Drancy à Bobigny pour partir à Birkenau, m'a-t-elle dit. Je pâlis à cette évocation. Revoir ces bus n'est pas fait pour améliorer le moral de ces gens. Mais André continue. Les bus ont traversé Paris jusqu'à l'hôtel du Tessia. Elle m'a raconté la vaste entrée obstruée par une masse de femmes brandissant des photos, hurlant des noms. C'étaient les épouses, les amies, les mères de déportés qui espéraient trouver parmi les arrivants des témoins de la vie ou de la mort de ceux qui ne sont pas revenus. Ma compagne de voyage a dû foncer dans le tas pour pouvoir entrer. À l'intérieur de l'hôtel, c'était encore le brouhaha et le piétinement de la foule, mais heureusement, elle avait été dirigée vers des chambres dortoirs pour se reposer avant de retourner parmi les autres. Là, elle a retrouvé des camarades du camp ou du voyage. Pour elle, rien ne pouvait être plus réconfortant. Ensemble, ces femmes avaient le sentiment de retrouver leur vrai pays. Quand elle est repartie le lendemain, elle a pris le métro. Elle avait l'impression qu'on la regardait avec défiance, presque de la haine, m'a-t-elle dit. Elle ne se sent plus vraiment à sa place en France. Je considère mon frère interloqué. Tu veux me dire que toi aussi, tu as ce sentiment? Un peu. La France que j'ai quittée en 1940 n'est plus la même. Vous avez subi l'occupation et les héros d'aujourd'hui sont les résistants qui ont participé à la lutte et à la victoire sur l'Allemagne nazie. Nous, les prisonniers de guerre, nous représentons surtout la débâcle de 1940. Je ne saurais dire si je suis une victime expiatoire de la défaite ou un des responsables. Si tu ajoutes à cela qu'on nous a présentés comme les enfants chéris du maréchal qui a négocié avec les nazis pour notre retour partiel, puis la transformation de certains en travailleurs libres, nous avons des sacrées casseroles au cul. Je comprends ce que tu veux dire. Vous, les prisonniers, avez été absents par force du combat des résistants, mais vous n'en êtes pas responsables. Vous avez combattu comme des lions à l'époque. Les Anglais n'ont pas fait mieux. Ils ont embarqué pour retrouver leur île et regrouper leurs forces. Les Allemands auraient bien aimé les envahir, mais ils n'ont pas réussi. En revanche, ils avaient déjà mis les pieds chez nous. Vous n'aviez pas plus de choix que les Allemands aujourd'hui prisonniers. Tu es gentil de me dire ça, Crevette. Mais tout a changé dans ce pays. Moi, comme les autres. Nous allons devoir réapprendre à vivre. Nous avons vécu pendant 5 ans mêlés au peuple allemand. Pour certains en usine ou dans des boutiques, d'autres comme artisans ou dans une ferme comme moi. En ce qui me concerne, la cohabitation s'est très bien passée. Pour d'autres un peu moins. Mais nous et les civils allemands avons appris à nous connaître, souvent à nous estimer. C'était bien différent pour vous au même moment avec l'occupant et les pétainistes. J'avais bien perçu qu'il ne se sentait pas trop mal en Allemagne, à travers les lettres qu'il m'avait envoyées pendant toute cette période. De mon côté, si je haïssais l'occupant dans son ensemble, je n'avais rien eu à reprocher aux soldats et aux officiers
qui avait séjourné chez nous en tant qu'individu, car il s'était montré assez correct. Certains étaient même courtois, voire sympathiques. Il est vrai aussi que je ne les voyais que pendant les vacances scolaires. Il y avait aussi des chics types parmi les Allemands qui nous occupaient. Tous n'étaient pas arrogants et certains d'être chez eux en France, mais bien chez nous. Tiens, serais-tu tombé sous le charme d'un d'entre eux? Ça aurait pu, avouai-je en riant, mais il ne s'est rien passé. Comment s'appelait-il? M'interroge mon frère. Hans. Il était lieutenant, très cultivé. Comme il était bavarois, il m'a beaucoup parlé de sa région où toi tu étais. C'est comme ça que j'ai commencé à parler avec lui. Il en pensait pour toi, n'est-ce pas? Je crois, mais je lui ai fait comprendre que c'était impossible. Il a fini par chercher fortune ailleurs. Lucie Follet en est vraiment tombée amoureuse. La fille de la mercière? S'étonne-t-il. Oui. Résultat, elle a été tondue à la Libération. J'explique alors à André cet événement qui m'avait marqué et comment j'avais essayé d'intervenir à mes risques et périls et comment M. Hacheret m'avait tiré de ce mauvais pas. Sacrée crevette, toujours contre les injustices. Et ton amoureux transi? Lorsqu'il est parti en 41 pour le front russe, il m'a demandé s'il pourrait m'écrire, mais il a compris mon refus pour préserver ma réputation. À la place, il a eu le droit à mon édition des Fables de La Fontaine dédicacée. Je lui ai dit que dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis. Moi, ce que je crois, c'est qu'il avait toujours ce coup de cœur pour toi, et que si Lucie était amoureuse de lui, elle n'a été qu'un pis-aller pour lui. Sinon, pourquoi aurait-il voulu t'écrire? Tu crois? J'en suis convaincue. Tu as brisé un cœur, crevette. Le premier d'une longue liste, à mon avis. Je préfère changer de sujet et revenir à cette amertume que j'ai perçue chez mon frère. En tout cas, petit frère, je ne sais pas ce que les Français dans leur ensemble pensent des prisonniers, mais nous sommes ravis de ton retour. La famille est enfin au complet. Et crois-moi, ça a été très compliqué de faire fonctionner la ferme sans toi. Nous avons fait ce que nous avons pu. J'en suis certain, Serette. J'ai de la chance d'avoir une famille comme la mienne et d'avoir un travail à mon retour. J'ai sans doute plus de chance que mes compagnons artisans dont l'atelier a peut-être périclité en leur absence, ou pour les ouvriers d'usine dont le poste a été occupé entre-temps. En outre, je suis en bonne forme. Le privilège d'avoir vécu dans une ferme. L'heure déjà tardive nous incite à aller nous coucher. Nos parents dorment d'ailleurs depuis un moment. Ce qui me rassure, c'est que ni l'un ni l'autre, nous n'avons vraiment changé. Nous sommes toujours complices. Dès le lendemain, André se remet au travail. Il commence par faire le tour de nos terres pour évaluer la situation. Je le retrouve au petit déjeuner après la traite. Nous avons peu de temps de discuter, car je dois enfourcher mon vélo pour me rendre à Saint-Saëns retrouver ma classe. Et il me faut bien un quart d'heure. Nous nous retrouvons le soir après la traite, lorsque je suis un peu plus disponible. Mon père monopolise la conversation pendant tout le repas. La ferme avait tenu sans avoir à vendre de terre. Seules avaient été vendues 6 vaches. Il y avait eu aussi la réquisition des 2 chevaux de trait. Les récoltes de foin, de fourrage et de céréales avaient été tout juste suffisantes. Bien que l'hiver ait été très froid, le temps s'était adouci à partir de la mi-février, et les vaches avaient pu pâturer à partir de mars, excepté quelques jours entre le 28 avril et le 4 mai, exceptionnellement frais et neigeux pour le printemps. Heureusement, le temps était revenu ensuite au beau. Les objectifs de mon père et de mon frère semblent correspondre. Tendre à retrouver notre cheptel de 1939. Mais pour cela, il aurait fallu ensemencer plus de surface, car il faut envisager un hiver froid, tels ceux que nous avons eus ces 4 dernières années. André insiste sur la possibilité de semer encore des choux et des betteraves fourragées. Il envisage d'occuper 1 hectare avec ces cultures et de racheter 2 percherons. Pour cet achat, il envisage d'utiliser l'allocation militaire qu'il a perçue, soit 10 000 francs, additionnée de son rappel de solde, sa prime d'accueil et sa prime de démobilisation si besoin. Il est prêt à tout donner pour la ferme. Il a aussi donné à ma grand-mère son colis de route contenant 1,5 kg de viande de bœuf, 5 boîtes de sardines, 1 kg de pain d'épices, 1 kg de confiture, mais a gardé pour lui les 6 paquets de cigarettes. Lors des vélages de l'année précédente, mon père avait gardé 3 génisses, qu'il avait menées au taureau
à la fin du mois de mars. Pour l'instant, père et fils semblent sur la même longueur d'onde. Moi, j'attends que mon frère, comme la veille, me rejoigne pour discuter un peu. Enfin, nous nous retrouvons seuls dans le coin salon autour d'une tisane. Alors, cette première journée, j'ai fait tout le tour de nos terres et à ma grande surprise, elles n'ont pas trop souffert. J'ai vu tellement de champs dévastés en Allemagne, mais aussi dans l'est de la France, que je m'attendais au pire. Nous avons eu la chance d'être à distance de la côte et des grands points de passage. Il va quand même falloir que je me réhabitue. Il y a une différence entre la Normandie et la Bavière. Vu ce que tu m'en as dit dans tes lettres et la description que m'en avait fait Hans, j'imagine en effet. Je n'y ai pas été malheureux, tu sais. Comme ici, j'imagine, les choses étaient rationnées, mais nous mangions à notre faim. Tu vois, Serette, lors du voyage de retour, j'ai vu des colonnes de prisonniers allemands. En les voyant, je me suis demandé ce qu'ils allaient devenir. Toi, tu as une idée derrière la tête, avançai-je. Bien vu, Crevette. Je pense à ceux qui sont prisonniers en France. Et si l'armée se décide à en céder pour les usines, les routes et les fermes, comme ça a été le cas pour nous en Allemagne, je suis prêt à en accueillir 2. Ce serait une main-d'œuvre bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses? L'idée demande réflexion, mais pourquoi pas? Cependant, je pense que papa ne va pas être très chaud. Tu as raison, il faut que j'affine mes arguments. Il y en a déjà qui ont été affectés au déminage, paraît-il. Je pense qu'il y aurait certainement des volontaires pour travailler dans une ferme, plutôt que ce travail dangereux du déminage, ou encore celui de travailler dans les mines. André sait très bien que je serai toujours de son côté, comme lui le ferait pour moi. Je vais me renseigner sur le sujet. Il y a peut-être déjà des agriculteurs qui emploient des prisonniers dans la région. Lorsque j'apprends qu'à Paris, au Grand Palais, du 12 juin au 31 juillet 1945, a lieu une exposition intitulée « Crimes hitlériens », je décide de m'y rendre le dimanche 1er juillet avec Solange. Cette exposition prend le relais d'une précédente consacrée aux prisonniers et aux STO. Dès l'entrée, une immense carte de l'Europe rappelle les pays occupés, avec la légende 8 146 000 km² occupés, 310 millions d'êtres asservis. Les premières sections expliquent la mise en place du pouvoir hitlérien dès 1933 et la conquête militaire et économique de l'Europe. Sont ensuite détaillés les outils de la propagande et la mise en place de la terreur, dont les Waffen-SS français et la milice de Vichy, et enfin les exactions commises en France, enrôlement forcé, comme le STO, arrestations, tortures, massacres, déportations. Pour la première fois, la politique planifiée d'extermination des Juifs est affichée en France. Elle est rappelée par les listes des rafles parisiennes, dont celle du Veldiv en 1942, des arrestations en province et des convois partant de France. Une salle spécifique est d'ailleurs consacrée aux Juifs, illustrant notamment la chronologie de leur internement dans les camps français sous le régime de Vichy. Chaque salle présente des photographies, des films, des objets en lien avec les crimes des nazis, montrant quel raffinement ils apportaient dans la recherche des traitements atroces qu'ils faisaient subir à leurs victimes. Il y a des photographies de visages et de corps de suppliciés, comme ceux du Vercors, de corps démembrés au Struthof, de scènes de pillage, de destruction, d'exécution de civils, de torture et de déportation dans les camps. À côté, des textes exposent les points de la conférence de La Haye, délibérément violés. Comment ne pas réagir aux images du massacre d'Oradour, dont on a ramené de funèbres reliques, ou aux 2 immenses photographies agrandies d'après un document prêté par l'ambassade d'Angleterre qui montre le charnier de Bergen-Belsen. D'autres vues rappellent les nombreux camps de la mort avec des clichés pris par les correspondants de guerre des forces alliées. Auschwitz, Majdanek, Ohrdruf, Ravensbrück, Buchenwald, dont une carte indique les emplacements en Pologne et en Allemagne. Le parcours se termine avec des objets venus du camp du Struthof, wagons où étaient entassés les déportés, instruments de torture, potences de pendaison, four crématoire avec sa porte ouverte et un brancard. Dans une vitrine, des petites urnes de terre cuite contiennent des cendres. Voilà tout ce qui reste d'un corps humain après une crémation, pensai-je.
La porte de sortie est surmontée d'une inscription « Tous ces morts, tous ces martyrs vous disent « Souvenez-vous ». À l'écart, la salle de cinéma diffuse l'actualité de l'avancée des troupes alliées et les premiers reportages filmés et pris par les correspondants de guerre entrant dans les camps avec les militaires. Je trouve qu'il s'agit d'un véritable musée des horreurs, ce qui justifie qu'elle soit interdite aux moins de 16 ans. Les gens circulent dans un silence de mort devant ces images glaciales et insoutenables de monceaux de cadavres. Il y a foule, mais je ne suis pas sûre que nous ayons tous les mêmes objectifs. Certains visiteurs viennent peut-être avec l'espoir de retrouver sur les photos la trace d'un proche disparu, me demandai-je. Officiellement, cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un discours unitaire et de rassemblement. Mais un rassemblement dans quel but? Alors que les procès contre les criminels nazis se profilent et que la France appelle au châtiment des coupables et à une politique de fermeté. Cette exposition va dans le sens de la bataille que mène notre pays, censée lui permettre de retrouver sa place de grande puissance aux côtés des Alliés et de revendiquer son droit à participer pleinement au règlement du problème allemand. J'espère surtout que les politiques vont saisir l'opportunité de discussion sur les responsabilités et la justice, afin notamment d'établir la notion de crime de guerre sur une base juridique pour empêcher que de telles choses se reproduisent. Toutefois, ce type d'exposition peut aussi maintenir la haine en choquant et en horrifiant le public. Et c'est facile, car les atrocités nazies sont un thème mobilisateur pour la plupart d'entre nous. Moi la première, je l'avoue. Cependant, je reconnais des nuances chez les Allemands comme chez les Français. Mais il semble tout aussi difficile, après avoir vu cette exposition, d'oublier les scènes d'atrocités nazies et de ne pas reporter la responsabilité de tous ces crimes sur les Allemands en général, même si tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Roger m'en a apporté la preuve, puisqu'il a été enfermé avec des résistants allemands contre le régime national-socialiste. Et André a lui aussi rencontré des gens qui subissaient cette idéologie. Solange est d'accord avec moi. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et surtout ne pas laisser la haine gagner.